Plusieurs points à l'ordre du jour pour ce nouveau numéro de votre émission Entretien-Analyse, dont l'invité est Landry Angelo Adelakun. Eh bien, nous parlerons dans un premier temps de la cybercriminalité, arrestation tous azimuts, mais quid du respect des droits humains dans cette vague d'arrestations au Bénin. Mesdames, Messieurs, nous parlerons également de la limitation des naissances en Afrique, l'approche coercitive de Patrice Talon, est-ce un drame pour les droits humains? En point 3, nous parlerons de la lutte contre l'extrémisme violent dans le Nord, des nouvelles mesures prises par les élus locaux, renforcées par l'État central, des restrictions générales absolue et sans temporalité. Mesdames, Messieurs, en dernier point, nous parlerons de la requête des démocrates suite à leur absence dans les commissions de l'Assemblée nationale. La Cour a demandé la reprise des élections, une nouvelle victoire à demi-teinte pour la minorité au Parlement béninois. Mesdames, Messieurs, voilà un peu, et ça démarre. La première question pour vous, Landry Angelo Adelakun. Le Bénin connaît une opération nettoyage des cybercriminels. De ces arrestations tous azimuts, lorsqu'on connaît en Afrique et dans le mode opératoire des hommes en uniforme et tout, lorsqu'on sait les défis liés à ce problème de la cybercriminalité, est-ce que au niveau des droits humains, vous n'aviez pas des inquiétudes, même si c'est à raison? Et oui, je voudrais d'entrée commencer par faire remarquer que c'est une lutte qui est salutaire, en ce sens qu'il est quand même important au regard de ce que notre pays traverse depuis quelques années avec ce phénomène-là, qui ne date quand même pas d'hier. Et aujourd'hui, si les pouvoirs publics ont estimé qu'il était temps de lutter contre ce phénomène, et je pense que nous ne pouvons que les encourager et accompagner le mouvement, et cette fois-ci, et souhaiter que la lutte puisse quand même aller au bout afin de nettoyer, afin d'assurer la quiétude de chacun de nous, parce que c'est une question d'ordre public, c'est une question de sécurité, et tant intérieure, et même c'est aussi une question de l'image du pays sur la scène internationale, et surtout pour ceux qui sont dans le domaine du numérique et du commerce international. Et par contre, le bémol que nous pouvons avoir, ou l'inquiétude que l'on pourrait avoir au regard du mode opératoire que nous observons, c'est que l'on veuille confondre les honnêtes citoyens à ces jeunes-là qui pensent que l'on peut arriver à joindre les deux bouts dans un pays comme le nôtre en se remettant à la réalité de l'Internet qu'ils essaient d'utiliser à tort ou à travers. Et aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que les droits de l'homme voudraient que l'arrestation ou la chasse ou la poursuite ou encore la lutte contre la cybercriminalité puisse quand même se faire en tenant compte d'un certain nombre de paramètres. Les paramètres qui sont liés généralement aux questions de procès équitable, aux questions de droit des personnes, je dirais, et pour le moment retenues dans les liens de la justice de notre pays. Et à ce niveau-là, nous aurons des inquiétudes parce que, tel que ça se fait, nous avons tendance à croire qu'on débarque dans un milieu certainement suite à des informations et l'on n'a pas le temps. L'on n'a pas le temps nécessaire de savoir qui est supposé être de cette équipe-là de cybercriminels ou qui est-ce qui ne l'est pas. Et donc, tout le monde est raflé en un temps et ça fait que des honnêtes citoyens peuvent se retrouver dans un milieu avec d'autres qui, malheureusement, seraient en plein dans les réalités de la cybercriminalité. Et donc, on va essayer de ramasser tout le monde ensemble et séjourner ensemble. Et ce que nous aurons souhaité, c'est qu'on puisse davantage agir avec professionnalisme et nous pensons que la police républicaine de notre pays, depuis quelques années, est en train de travailler à aller vers le professionnalisme et nous voudrions que ce professionnalisme-là puisse être ancré sur le respect du contradictoire, le respect du droit de la défense, le respect du droit des citoyens et également le respect de leur intégrité quand ils ont été finalement appréhendés. Et il ne serait pas bien que dès qu'ils ont été appréhendés, qu'on se mette à les rouer de coups et tout. Donc, ce minimum-là, donc la lutte contre la torture, la lutte contre les traitements inhumains et dégradants tels que
posées par notre loi fondamentale et telles que posées par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et tous les autres instruments juridiques pertinents sur la scène internationale voudraient que nous puissions quand même respecter ce minimum-là. Et donc, nos inquiétudes aujourd'hui, c'est cela. Et nous avons aussi d'autres inquiétudes, c'est que l'on ne profite pas de cette lutte-là pour embarquer ceux-là qui ont des voix dissidentes avec les gouvernants, et donc le gouvernement en place depuis quelques années, et que l'on ne profite pas de la lutte contre ceux-là qu'on appelle les gaïmans, précisément, pour quand même régler des cas. Et donc, qu'il n'y ait pas de règlement de compte et que la lutte soit vraiment transparente et que tout se passe dans les règles de l'art. Et ainsi, chacun sera quand même, je dirais, tranquille dans son coin et dit que effectivement le pays est nettoyé, mais le pays est nettoyé conformément aux principes des droits de l'homme. Monsieur Landry Angelo Delacon, mon autre question pour vous est de savoir, est-ce que de votre position, vous aviez, depuis le démarrage de cette opération nettoyage des cybercriminels, est-ce que vous aviez eu vent d'abus, de cas de jeunes injustement embarqués, roués de coups et autres jusqu'à l'heure où on parle? Pour le moment, il faut dire que c'est une lutte qui a démarré il n'y a pas si longtemps que cela et nous continuons d'observer, nous continuons de faire la veille autour pour voir si entre-temps il y a des cas de jeunes qui auraient été embarqués maladroitement ou qui auraient été roués de coups et donc qui auraient subi des violences morales ou physiques carrément dans le cadre de cette opération-là. Pour le moment, nous n'avons pas encore une information y afférente. Officielle, voilà, sinon, il faut le dire. les bruits mais courent. Sinon, il y a des voix officieuses qui quand même nous renseignent que même dans le traitement de cette vague de jeunes qu'on amène dans les différentes maisons d'arrêt, le traitement qui leur est réservé n'est pas aussi ce qu'on aurait souhaité en termes de respect des droits de l'homme. Et ça peut se comprendre parce que quand on a pris le temps de déposséder d'honnêtes citoyens, même des compatriotes de leurs biens, quand on a pris le temps de salir l'image du pays et quand on a pris le temps de se mettre en désaccord avec le code du numérique et on se dit que ceux-là qui finalement ont enclenché la lutte sont également sur les nerfs, ce qui fait qu'il peut y avoir un peu de zèle. Il peut y avoir un peu de zèle, c'est justement à ce niveau-là que nous allons intervenir pour leur rappeler en fait qu'il faut quand même malgré tout essayer de respecter les droits de ceux-là et que leur procès ait lieu dans les conditions idoines et que s'ils méritent un traitement qui a été prévu par la loi et que ce traitement-là leur soit infligé en respect des droits de l'homme. Est-ce qu'il y a un dispositif qui vous permet, si des cas sont connus de façon officielle, de saisir les autorités pour que les abus s'arrêtent? Oui, entre autres dispositifs, c'est ce que je dirais je suis en train de faire là, c'est déjà avoir l'opportunité à travers cet organe de presse là de nous adresser à l'ensemble de nos concitoyens et surtout à ceux qui nous gouvernent et surtout à ceux-là qui sont dans la phase de répression de cette infraction-là pour qu'ils puissent intégrer un minimum d'approche basée sur les droits humains. Et donc, c'est déjà ça, la communication. Et après ça, l'autre dispositif, c'est le système de plaidoyer qui voudrait qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, en tant que citoyen, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, chacun puisse se réunir pour continuer le plaidoyer auprès des autorités, auprès des gouvernants, pour que le minimum puisse être respecté, que l'on n'assiste pas à des abus. Et quand cela est passé et qu'il y a toujours des abus, et ce que l'on peut souhaiter, c'est qu'il y ait un accompagnement du point de vue juridictionnel pour ceux-là qui ont été pris afin de faire valoir leurs droits également, qu'ils puissent être écoutés, entendus et en présence d'un avocat et tout. Et donc, c'est le travail que nous faisons et c'est un peu ce que nous faisons et au-delà. Et s'il arrivait qu'il y ait des cas d'abus également, il y a des mécanismes au niveau international devant lesquels les États sont évalués presque de façon annuelle ou de façon cyclique. Et notre pays, le Bénin, ne fait pas exception à cela. Et donc, nous aurons le temps de documenter ce que nous aurons reçu comme abus dans le cadre de cette lutte-là et bien d'autres également et qui seront quand même rapportés au niveau de ces instances-là qui auront maintenant l'amabilité d'interroger nos gouvernants et leur faire quelques recommandations comme d'habitude. Merci. Alors, le chef de l'État béninois est pour la réduction des naissances en Afrique et va jusqu'à souhaiter, pourquoi pas, une approche coercitive. Pour d'aucuns, c'est un drame pour les droits humains. En tant que juriste, justement, des droits humains, que dites-vous? Déjà, je pense qu'en tant que citoyen, simple citoyen africain, je ne partage pas trop la conception qui voudrait faire croire
que l'Afrique, c'est assez d'enfants et que nous faisons assez d'enfants et que ce serait l'élément qui déclenche ou qui nous maintienne dans la pauvreté, dans le sous-développement. Et je pense que c'est une théorie qui a été développée il y a quelques années par le président français Emmanuel Macron et qui a été reprise tout récemment par le chef de l'État, comme vous venez de le dire. C'est une théorie qui, en tout cas, peut avoir de sens. Quand on regarde autour de nous, on constate des gens qui n'ont pas de moyens, qui sont dans l'extrême pauvreté, mais qui ont une richesse. Leur richesse, ce sont les enfants, et donc qui, quand même, donnent assez de naissances et qui multiplient les enfants, et ça, on le voit. Et l'on a tendance même à croire que la nature bénit particulièrement ceux qui sont pauvres, et en ce qui concerne les questions de lit et autres. Mais bon, ça, c'est un élément, c'est un fait. Mais après, ce que l'on constate, c'est que la situation n'est pas due à, selon ce que nous avons vu, à beaucoup d'enfants, mais plutôt à l'incapacité avérée des États africains de faire face aux besoins de leur population, de faire face aux besoins de leurs compatriotes. Et donc, c'est ce que l'on observe en réalité. Ce n'est pas parce qu'il y a assez d'enfants, non, c'est parce que nous sommes incapables, nous n'avons pas peut-être la meilleure méthode de gouvernance qui nous permet d'atteindre un certain nombre de résultats. Et plus loin, et quand le chef de l'État pense que la démographie, et je dirais sédentaire que nous connaissons dans nos pays africains est responsable de notre sous-développement, oui, je me demande sur quelle étude il se base. Heureusement, il n'en a pas parlé. La plupart des études que nous avons et que nous avons sous la main révèlent plutôt que les questions de dividendes démographiques sont une force, des atouts pour le continent africain. Oui. Et je pense que, tenu le speech du chef de l'État, reviendrait plutôt à peut-être chasser tout l'ensemble du système des Nations Unies de notre pays, puisque dès lors, nous avons déjà détecté, nous avons déjà fait le diagnostic et nous savons qu'il faut limiter les naissances et par conséquent, ceux qui investissent dans les questions de dividendes démographiques n'ont plus leur raison d'être sur notre territoire et dans la plupart des pays africains. Et c'est ce que l'on va dire. Et donc, je ne sais pas quelle analyse il a fait, peut-être des ressentiments personnels. Je partage en partie ces ressentiments personnels, mais du point de vue technique, je ne pense pas que le chef de l'État puisse dire qu'il y a une étude qui quand même confirme. L'autre chose qu'il faut retenir, il faudrait retenir qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est le continent du présent et de l'avenir. En ce sens que nous avons une jeunesse florissante et des pays africains comme par exemple le Niger sont pour la plupart les pays les plus jeunes que nous avons un peu partout dans le monde. Et on dit que quand nous avons cela, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'investir sur le capital ou dans le capital humain, c'est d'investir dans la jeunesse. Lorsque l'on aura investi dans la jeunesse, vous allez voir que les questions liées à l'agriculture, à l'économie numérique, aux nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, seront des domaines qui seront envahis par la jeunesse africaine. Et donc, il ne faudrait pas que nous-mêmes, en tant qu'Africains, en tant que gouvernants africains, l'on se dise que parce que nous sommes incapables d'assurer les questions d'effectivité de l'éducation, des questions de l'effectivité du droit à la santé, des questions de route, et dit que ce sont des questions de démographie qui le justifient. Et ça, c'est une analyse que je ne partage pas. Je le dis, et là, je serai un peu factuel. Quand vous allez dans le nord du pays, de notre pays, le Bénin, par exemple, lorsque vous prenez les deux capés, c'est-à-dire Kouandé, Kéoué, Péonko, voilà 3 communes mises ensemble qui ne sont reliées que par la terre rouge. Et ça dit que c'est la démographie sédentaire du Bénin qui fait que ces communes-là, par exemple, ne peuvent pas être reliées par une voie bitumée. Et ça dit que c'est la démographie sédentaire qui fait que ces communes-là n'ont pas un minimum d'infrastructures sociales et communautaires. Donc, je m'inscris en faux par rapport à l'affirmation du chef de l'État. Et l'autre chose, en ce qui concerne le droit, ou précisément les droits de l'homme, il n'appartient pas à un État, à un gouvernement ou à nos gouvernants en Afrique et sur le continent africain de décider du nombre d'enfants que quelqu'un fera, de décider de quand est-ce que quelqu'un fera des enfants ou comment. Ce qui leur revient de faire, c'est de mettre en œuvre des politiques pour favoriser la pleine vie, l'entière vie de leurs concitoyens. Et à partir de cet instant-là, chacun décidera s'il faut faire 2, 3, 4, 5 enfants ou 10. Ça, ce sont des politiques qui doivent être mises en place et non des politiques restrictives. Et quand on parle de restriction, j'ai l'impression que le chef de l'État, M. Patrice Talon, aime la coercition. J'ai l'impression qu'il aime tout ce qui est restriction. J'ai l'impression, à le suivre, qu'il aime tout ce qui est législatif. C'est-à-dire, on prend les lois ou on prend les normes réglementaires pour restreindre les libertés, pour restreindre les droits des gens. Et à le suivre, parce que quand il parle de coercition,
j'ai l'impression, il n'a pas détaillé ce qu'il voudrait dire, mais j'ai l'impression que, comme à son habitude, et l'on va juste assister, et dans les prochaines années, bien sûr, bon, pas maintenant, hein, dans les prochaines années, à ce qu'on prenne une loi, par exemple, à l'Assemblée nationale pour dire désormais, il faut tel nombre d'enfants. Et pourquoi est-ce que je fais le lien pour dire que je ne suis pas subjectif? Si vous avez suivi le chef de l'État, il a dit que la Chine l'inspire beaucoup. Oui. La Chine l'inspire beaucoup. Et là, ce que je voudrais dire, c'est que la Chine est un pays qui se réclame de dictature démocratique. Voilà un peu. Vous voyez l'amalgame. La Chine estime qu'elle est un pays de dictature démocratique. Je me demande si on peut être un pays de dictature démocratique. Une chose est sûre, ce qui frappe, c'est la dictature qui ressort. Et vous savez que la politique, en ce qui concerne la démographie en Chine, a été où est-ce qu'elle est. Et si la Chine inspire le président Patrice Talon et qu'il voudrait implémenter les réalités chinoises sur le continent africain, il ne serait pas étonnant de le voir recommander ou suggérer à ses pairs de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO par exemple ou bien de l'Union africaine que des mesures puissent être prises afin de limiter les naissances, afin de contraindre les compatriotes africains à ne pas aller au-delà d'un ou deux enfants. Et je pense, et en résumé, je pense que le chef de l'État, en le disant, il ne parle pas du présent, il est dans le futur. Peut-être un futur lointain parce que pour lui, il lui reste juste 3 ans. Il le sait, ce n'est pas en 3 ans qu'on pourra le faire, mais il est en train certainement de poser les bases d'une décision future qui sera prise dans 10, 15 ans ou 20 ans. Mais ce qui m'inquiète, pour finir sur cette question, c'est le fait que il y a quelques années, le chef de l'État français l'a dit, et que le chef de l'État, une chaîne française, est dans un pays français, et donc en France, se permet également de tenir le même discours et l'on peut être tenté de donner raison à ceux qui pensent qu'il est peut-être en mission pour le chef d'État français. Et quand on fait le lien de ces sorties récentes, il a été au Burkina Faso pour des questions que nous autres, nous ne pouvons pas maîtriser, mais on peut essayer de voir quand on essaie de consulter la géopolitique. Et après cela, il a été en France, il a fait son interview, il a été reçu par le président Macron. Et quand vous regardez la situation dans le Sahel aussi, dans le golfe de Guinée, vous pouvez vous interroger sur le chef de l'État, M. Patrice Talon, n'est pas en train de devenir le point focal de la France après la débâcle au Mali et au Burkina Faso. Ce sera dommage. Et nous poursuivons dans cet entretien. Landry Angelo Adélakun, la lutte contre l'extrémisme violent dans le Nord. Eh bien, de nouvelles mesures ont été prises par les élus communaux. Ces mesures qui, quelques jours après, ont été renforcées par l'État central. Et ça parle de restrictions, encore une fois, restrictions générales absolues, sans délai, enfin, dont le délai n'est pas connu. Comment est-ce qu'on fait? Voilà, d'un côté, l'extrémisme violent qui crée tout ce qu'on sait, et de l'autre côté, la vie quotidienne des populations qui ne doit pas s'arrêter pour autant. Comment est-ce que on fait cette coordination pour qu'il n'y ait pas des abus? Nous le savons tous qu'il y a souvent un conflit. Oui. Un conflit entre les nécessités de maintien de l'ordre public, les nécessités de la protection des personnes et des biens, les nécessités d'assurer la sécurité de vous et moi et de nos biens également. Dans tout État au monde, il y a cette difficulté-là, entre ces nécessités-là et les nécessités de la garantie et de l'effectivité des droits et libertés des citoyens que nous sommes. Et nous nous retrouvons dans ce cas-là aujourd'hui au Bénin, et de nombreux pays se sont retrouvés dans ce cas avant nous. Et au Bénin aujourd'hui, nous avons constaté tout récemment, tout simplement, que les communes de Materi, de Kobli et de Tanguita ont pris des arrêtés communaux pour essayer de restreindre les libertés d'aller et de venir à partir de 19h jusqu'à 6h sur leurs différents territoires, donc des engins à 2, à 1, 2, 3 ou 4 roues. Et ces mesures-là que nous avons d'ailleurs attaqué devant la Cour constitutionnelle de notre pays avec d'autres collègues que certains connaissent certainement. Et ces mesures nous paraissent un peu trop posées, un peu disproportionnées. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons demandé à la Cour. Et vous le savez, en droit, il n'y a que les restrictions, les interdictions ne sont pas interdites. C'est-à-dire, on ne peut pas vous empêcher d'interdire, de limiter les libertés d'aller et de venir, de limiter certains droits. Quand il s'agit des questions de protection de l'ordre public, de maintien de l'ordre public, de la sécurité, tout le monde est d'avis. Mais il y a quand même ce que nous considérons comme étant un abécédaire.
c'est que les restrictions en aucun cas ne sauraient être générales et absolues. Dans le cas, par exemple, de Matéri et de ce que vous venez de dire, nous assistons à des restrictions générales et absolues. Et les jurisprudences de la Cour constitutionnelle sont constantes en réalité sur la question, et la Cour constitutionnelle a toujours dit, même avec la Cour constitutionnelle, l'équipe qui a été installée depuis 2018 sous la houlette du président Joseph Diogbenou, a toujours dit que l'on ne peut en aucun cas, l'autorité administrative ne peut en aucun cas opter pour une restriction absolue et générale. Et donc, quand vous faites des restrictions, vous devez vous assurer qu'elle n'est pas absolue, elle n'est pas générale. Il faut définir dans quel délai et à quel moment et prévoir les exceptions dans lesquelles on peut quand même jouir de certaines libertés. Cela n'a pas été prévu par les différents arrêtés communaux. Et après nos investigations, nous avons pu constater que les maires ne se sont pas levés le nez au vent pour prendre ces arrêtés-là. C'est suite à une réunion avec les différents ministres. Et vous comprenez donc que c'est comme si notre quête était déjà perdue d'avance. Et bien évidemment, nous avons perdu dans un raisonnement laconique. La Cour constitutionnelle a estimé que ces différents arrêtés-là étaient conformes à la Constitution. Tant mieux, les décisions de la Cour sont sans recours, dit-on, et donc nous, en tant que citoyens, nous respectons. Quand on prend, et bizarrement, on se rend compte que le 10 mars, il y a un message, le message dont vous parlez, le message radio du ministre de la décentralisation, qui demande au préfet de la Liborie et de la Takora de veiller quand même à l'application stricte de l'interdiction d'aller et de venir des piétons. Et cette fois-ci, on a même parlé des piétons, vous voyez. Et donc, à partir de 19 h jusqu'à 6 h sur les territoires des communes du Nord. Donc, des départements de la Liborie et de la Takora, c'est-à-dire Segbanan, Matéri, Kobli, bien élargi, assez de communes, Karimama et consorts. Nous comprenons la nécessité, nous comprenons le besoin, mais il se fait que, tel que formulé, va aussi handicaper la liberté des citoyens. Absolument. Va mettre en difficulté le commerce des citoyens. Et donc, il est important que l'autorité puisse essayer de voir comment concilier le besoin et la nécessité pour les citoyens d'aller et de venir, la nécessité pour eux de faire entrer peut-être des bagages ou des marchandises. Comment concilier, comment faire le lien pour que l'on ne soit pas dans une lutte contre l'extrémisme violent qui nous envoie carrément sur le terrain de la violation des libertés fondamentales des gens, sur le terrain de la violation des droits de l'homme. Il faut faire attention quand ça commence ainsi. Nous l'avons vu. Et ces restrictions-là, en réalité, sont souvent dans les pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, des pays qui ont connu et la malheureuse expérience de l'extrémisme violent avant nous, sont souvent le nid à des cas des actions, et c'est ce que nous ne voudrions pas. C'est pour cela que nous sommes en train de dire, nous sommes d'accord, nous encourageons la lutte, nous encourageons les efforts qui sont faits par notre gouvernement depuis le début, mais nous voudrions juste qu'on puisse essayer de voir comment faire pour qu'il y ait une conciliation entre ces deux questions-là. Donc, c'est très important. Aujourd'hui, je pense que c'est peut-être parce que nous sommes au début. Vous savez, quand on est au début, il y a que... On peut aussi tergiverser un peu, mais nous, en tant que citoyens, vous, en tant que journalistes, en tant qu'organe de presse, les autres aussi, en tant que citoyens, il est important que nous ne fassions pas trop dans l'émotion, que nous soyons un peu objectifs, que nous ayons la retenue nécessaire, que nous comprenions également les enjeux sécuritaires dans notre milieu, que nous comprenions également la crainte de nos dirigeants, mais il est important que nous puissions à tout moment attirer leur attention sur le minimum qu'il faut. Et ça, je voudrais le dire, la Cour constitutionnelle n'a pas à se transformer en caisse de résonance de l'exécutif. La Cour constitutionnelle, sur cette question-là, sera suffisamment interrogée. Nous allons continuer à la saisir et bientôt nous allons la saisir par 2 ou 3 requêtes également sur cette question-là, afin qu'elle continue d'aider, de conseiller nos autorités pour que la lutte contre l'extrémisme violent ne soit pas quand même le nid à des violations des droits humains. Et quand vous parlez de saisine de la Cour constitutionnelle, je me réfère directement à celle des démocrates suite à leur absence dans les commissions de l'Assemblée nationale. Vous avez d'ailleurs été l'un des premiers à saisir la Cour constitutionnelle bien avant les députés eux-mêmes. La Cour finalement a donné réponse et a demandé la reprise des élections. Déjà, quel est votre sentiment? Et après, est-ce que ce n'est pas encore une nouvelle victoire pour la minorité au Parlement? Et est-ce que l'espoir n'a pas raison d'être aujourd'hui? Je pense, comme je le dis, il n'y a pas de procédure inutile. Lorsque l'on décide de se plaindre devant les juridictions de son pays, c'est que l'on est en train d'agir en bon citoyen, en conformité
aux règles de la République. Donc, ce sont les règles de la République qui donnent tant aux députés, qu'ils soient de la majorité présidentielle comme de la minorité, et aux citoyens, aux journalistes, à tout le monde, de saisir le juge constitutionnel. C'est ce que nous avons fait. Heureusement, nous avons été rejoints dans la course par les députés eux-mêmes. Parce que nous, on avait peur de ce que les députés ne puissent pas agir comme on l'a vu dans notre pays depuis quelques années. Il y a une sorte de léthargie quand il s'agit de questionner les institutions de la République. Mais nous sommes heureux que depuis quelques temps, et les démocrates surtout essaient quand même de prendre la dynamique et le fond. Et nous sommes heureux d'avoir été rejoints et ils ont d'ailleurs fait un grand boulot. Et là, sur le fait d'avoir saisi le juge constitutionnel, je dis c'est une première victoire. Parce que là, ça montre que vous n'êtes pas un pagailleur, comme on le dit. Ça montre que vous êtes soucieux du respect des institutions de la République. Ça montre que vous avez foi à nos institutions malgré tout ce qu'on dit. Et après, sur le fond du dossier, nous allons constater que la Cour a été saisie sur le fondement des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et de la Constitution de notre pays et également de la jurisprudence constante de la Cour. Et il y a eu des jurisprudences en 2009. La Cour avait déjà rendu une décision sur la question. En 2011, la Cour a fait une extension jurisprudentielle. Et donc, en toute logique, on s'attendait à ce qu'en 2023, la Cour puisse rester dans la constance et donc progresser dans le même sens et peut-être encore aller loin et faire preuve d'audace. Et nous avons juste constaté que la Cour a quand même reconnu que tel que les choses se sont passées n'était pas bien. N'était pas bien et qu'il fallait intégrer, conformément à sa jurisprudence, et la minorité au niveau des commissions permanentes, dont des 5 commissions de l'Assemblée nationale. Il fallait que la minorité puisse être présente, ce qui n'avait pas été le cas parce que les postes avaient été partagés entre les membres de la majorité. Bon, il paraît, selon les informations que nous avons lues dans la requête, que les gens de la minorité avaient décidé de ne pas accepter les postes qui leur avaient été, je dirais, entre griffes octroyés. Donc, c'est un peu ça. La Cour a estimé alors qu'il fallait reprendre l'élection des membres dans les différentes commissions, mais à l'exception des présidents. Autrement dit, la Cour a dit, vous pouvez reprendre les élections, mais vous ne touchez pas au président. OK. C'est la précision. Ah oui, en français facile. C'est ce que je voudrais que les gens comprennent. Donc, quand la Cour agit ainsi, on peut légitimement se dire qu'on n'est pas totalement satisfait. Mais je dis, pour moi, le citoyen requérant, moi, je suis satisfait. Pour les députés, eux, ils sont des hommes politiques. Ils peuvent ne pas être satisfaits. C'est des questions politiques et eux seuls comprennent les enjeux et savent là où ils vont. Nous autres, je le dis avec mes collègues qui avons saisi, je vais parler de Roumaïk Zissou, de Miguel Cueto, de Frégis Atidoglo. Nous, on est satisfaits. On est satisfaits, mais nous pensons que pour la science, pour la technique juridique, la Cour aurait pu faire preuve d'audace en allant un peu plus loin. Mais la Cour ne l'a pas fait, mais heureusement, parce que ce n'est pas facile de gagner devant une juridiction et ce n'est pas facile de gagner devant la Cour qui a été mise en place depuis 2018. Et donc, chaque fois que nous avons l'opportunité de gagner, ne serait-ce qu'à un virgule près, on se dit, ouais, là, il faut en être fier. Il y a de quoi se frotter. Ouais, et donc, nous pouvons continuer à croire en la Cour constitutionnelle malgré tout, même si nous-mêmes, en allant devant la Cour constitutionnelle, bon, on n'a pas toujours le sentiment que quelque chose va se faire parce que au-delà des raisonnements que vous faites, vous voyez des raisonnements qui vous surprennent, vous vous demandez si c'est le droit. Mais je dis, pour cette décision-là, il faut féliciter les sages de la Cour et au moins leur dire qu'ils auraient pu aller loin, qu'ils auraient pu trancher un certain nombre de questions pour que enfin on puisse savoir que quand il y a de ces élections-là, la minorité, il n'y a rien à faire, doit pouvoir être représentée. Parce que demain, qui sait, peut-être c'est ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui qui seront du côté de la minorité, personne ne le sait. Mais la Cour a rendu une décision qui, moi, ne me satisfait pas totalement, ne satisfait pas mes collègues totalement, mais nous en sommes un peu fiers et je pense que les démocrates, les hommes, eux, sont des hommes politiques. Ils ont le droit de ne pas être satisfaits ou d'être aussi satisfaits partiellement. Ça, je ne le sais pas, je ne les connais pas. Mais je pense que la Cour a eu quand même à faire un bon travail qui peut être parfait. Landry Angelo Adelacon, je rappelle, vous êtes juriste, spécialiste des questions de droits humains. Absolument. Merci d'avoir répondu à la question. Tout le plaisir pour moi et vous savez, je voudrais le dire que vous êtes de ces organes-là en qui nous avons encore confiance dans l'univers médiatique de notre pays parce que ce n'est pas toujours évident et tout est un peu comme si c'est comme si tout est un peu caporalisé et donc c'est un honneur pour moi de répondre chaque fois que vous m'invitez. J'espère que vous n'allez pas aussi vous aligner sur la ligne éditoriale de ceux-là qui trouvent qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait des gens comme nous pour dire ce que nous pensons qui certainement n'arrangent pas les gouvernants du moment. Nous sommes du côté du peuple, toujours. C'est heureux de l'apprendre.